Alors, eh bien, bonjour donc à tous et à toutes, ravi de retrouver les habitués et de faire connaissance avec de nouveaux arrivants. J'ajoute bien sûr tous mes vœux de très bonne année, comme je le disais tout à l'heure en aparté, bon pied, bon oeil pour continuer à aller à l'UTL et bien d'autres endroits aussi, bien évidemment. Bon, alors, saison 3, c'est le cas de le dire, dans ces séances de climato-météo, et on va faire un petit rappel de la saison précédente. C'est bien sûr incontournable. Retour donc sur la session 2025. En première partie de cette saison 2025, je vous avais embarqué dans la question des zones thermiques, base de la climatologie, puisque je rappelle donc que la climatologie étudie les phénomènes dans toute leur globalité, donc au sens de tout l'ensemble de la Terre, et aussi sur la durée. Sur des longues durées, d'ailleurs les plus longues durées possibles, parce que c'est ça qui, bien sûr, est intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons parcouru ? On affirme effectivement que les zones thermiques sont à la base de la climatologie, donc il fallait le démontrer. Nous avons d'abord examiné, rappelez-vous, les conditions du rayonnement solaire. La fameuse RCD, le rayonnement solaire direct, pour faire plus savant. Nous avons vu que ce rayonnement solaire, arrivant sur Terre, se trouvait modifié en quelque sorte, en tout cas ses apports sont modifiés par des propriétés de la Terre elle-même. La rotondité d'abord, qui fait que dans les hautes latitudes, l'apport calorique est inférieur aux basses latitudes. Deuxième caractéristique, j'ai oublié le rappel des tortables. J'ai pas été le mien non plus, alors je crois. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas le confisquer. Pas encore. Non, mais c'est le premier avertissement. Bon, alors donc l'effet de la rotondité de la Terre, l'effet de l'inclinaison de la Terre sur son axe. L'effet de l'inclinaison de la Terre sur son axe qui produit ce phénomène donc bien étrange, somme toute, de la nuit polaire ou du jour polaire à l'intérieur des cercles arctiques. On a aussi examiné l'importance de l'atmosphère terrestre en tant que filtre de ce rayonnement solaire, et notamment l'effet de filtre sur les ultraviolets. Heureusement que la couche d'ozone donc permet de bloquer des ultraviolets qui seraient, vraiment très très dangereux pour les espèces vivantes. Et puis j'ajouterais aussi, je ne sais pas s'il l'avait retenu, c'est que à l'échelle donc de la Terre, le rayonnement solaire et ses apports en calories dépend aussi de la teneur en vapeur d'eau. Elle va être très liée à la teneur en vapeur d'eau des masses d'air. Plus une masse d'air est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d'eau. Ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, on y reviendra sans arrêt. Plus une masse d'air est froide, moins elle contient de vapeur d'eau. Et par exemple, le taux d'humidité est plus bas. On va revenir par exemple à la journée d'aujourd'hui et celle d'hier, baisse des températures, mais air, le ressenti est clair, un air nettement plus sec. Voilà, parce qu'un air froid ne peut pas contenir beaucoup de vapeur d'eau. Petit rappel, qu'est-ce qui se passe dans une masse d'air quand il y a plus d'apport de vapeur d'eau qu'elle ne peut en contenir? Quand elle atteint ce qu'on appelle le point de rosée, joli nom. Non, vous ne vous rappelez pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a condensation, les nuages et il pleut. Voilà, donc c'était juste pour un petit échauffement, pour un peu, s'y retrouver. Donc, moyennant cette première étude, on a pu confirmer qu'il existe bien 3 types de zones thermiques, les zones polaires, les zones tempérées, la zone intertropicale, ce qui, bien sûr, avec l'effet des hémisphères, nous donne 5 zones thermiques. 2 polaires, 2 tempérées, une intertropicale. Ce zonage est très satisfaisant, et même reposant, parce que on peut tracer des lignes. Malheureusement, la réalité est bien plus complexe.
il y a toujours des nuances dans cette répartition zonale en fonction de l'altitude, en fonction du relief. Il faut y ajouter, c'est rien, la présence. On révise, ne vous inquiétez pas. En raison de la présence, bonjour, des masses maritimes et des courants marins. Donc, ces zones climatiques, j'allais dire, elles sont pas théoriques, elles existent bel et bien, mais elles sont susceptibles d'être fortement nuancées par la géographie des courants marins ou la géographie, la disposition par exemple des masses maritimes. Un petit exemple bien connu et aussi d'une certaine actualité, retenez par exemple que Naples, vous êtes peut-être allé d'ailleurs, Naples est à la même latitude que New York. Et c'est quelque chose d'assez déstabilisant quand on y réfléchit, parce que ce qu'on sait, ne serait-ce que par les images du temps qu'il fait dans ces deux lieux, ça n'a pas grand-chose en commun. Voilà, donc la latitude, effectivement, a un effet sur l'ensemble du globe terrestre, mais quand on approfondit un petit peu, on s'aperçoit que les nuances peuvent être extrêmement fortes. En ce moment, l'hiver napolitain semblerait quand même nettement plus doux que l'hiver new-yorkais, généralement, qui est assez froid et aussi humide, avec des bonnes averses de neige. Voilà. Donc, tout ça, c'était le rayonnement autour du rayonnement solaire, ça nous avait occupé pas mal de temps. Ensuite, il a fallu essayer de savoir, est-ce que, en termes de précipitation, ces zones thermiques sont aussi pertinentes ? Est-ce qu'on peut s'y fier pour aussi y inclure les précipitations ? La réponse a été oui, il y a bel et bien aussi une répartition zonale des précipitations, mais avec, là aussi, les fameuses nuances, des nuances liées au relief, et rappelez-vous aussi des dissymétries est-ouest, dissymétries donc au niveau des côtes, des océans. Généralement elles ne sont pas comparables, il y a des différences notables. En parlant de ces précipitations, on a abordé la question du bilan hydrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cette notion. Le bilan hydrique, il ne faut pas confondre ça avec la quantité d'eau qu'il y a à la surface de la Terre. La quantité d'eau qu'il y a à la surface de la Terre, elle est, intangible. C'est un cycle. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Il n'y a pas d'eau supplémentaire qui va nous arriver de c'est où, et on ne va pas perdre non plus, il n'y a pas de fuite au sens bien sûr de la globalité, au sens terrestre dans son entier. On ne perd pas d'eau. Elle évolue, elle s'insinue, elle s'évapore, elle se perd dans les souterrains des galeries, mais on n'en perd pas. Donc ça, c'est intangible. Le bilan hydrique, c'est quelque chose de plus complexe, mais de plus fondamental aussi pour la vie sur Terre. C'est, en un lieu donné, quels sont les apports en eau et surtout, quel rapport entre ces rapports en eau et les besoins de la végétation, la capacité de stockage du sol, le drainage, etc. Donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, en tout cas sur les terrains. Et c'est une notion qu'utilisent beaucoup, évidemment, les agronomes en particulier. Bien. Enfin, troisième élément qu'on avait abordé l'année dernière, c'est l'héritage des paléoclimats. Alors on n'était pas remonté très très loin, mais il fallait quand même évoquer ce qu'on appelait les ères glaciaires et les interglaciaires, qui sont donc des éléments qu'il faut prendre en compte dans la climatologie actuelle parce que nous en avons hérité des éléments. Allez, petite question. Qu'est-ce qu'on a hérité des périodes glaciaires et interglaciaires qui ont lieu il y a quelques centaines de milliers d'années, pas plus, ce qui est relativement court géologiquement parlant. Non, qu'est-ce qui nous en reste ? Pardon. Alors, les glaciers résiduels. Les glaciers. Oui, effectivement. Donc, on a un stock de glaciers, on a les calottes polaires, effectivement. Un relief spécifique, les vallées en U qui ont été modelées par les glaciers.
les moraines, effectivement, voilà. Donc tous ces reliefs glaciaires, effectivement, qui sont encore très très lisibles dans nos paysages. Mais il y a quelque chose qui se voit moins. Hein? L'eau douce? Non, ça pas. Bon, c'est le niveau marin. Il y a eu des effets sur le niveau marin, sur la quantité d'eau douce, non. Ah, le permafrost. C'est sournois le permafrost, ça se voit pas, hein, ça se voit pas. C'est pas spectaculaire du tout, hein. Et pourtant c'est diablement important. Qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, il s'agit de secteurs continentaux qui ont gelé en profondeur et qui n'ont toujours pas dégelé. Et quand ils dégèlent, c'est seulement en surface. Ce qui fait d'ailleurs que dans ces régions, quand c'est le moment du dégel, eh bien, j'allais dire, on est dans les marécages et on patauge, j'allais dire, à qui mieux. Hein, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est un problème d'ailleurs pour les transports. Hein, que ce soit des personnes ou des marchandises, ça pose d'énormes problèmes. Alors, ce permafrost, donc, subsiste très largement dans le nord canadien, le nord sibérien, sur des milliers de kilomètres carrés. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que donc jusqu'à présent, c'est une partie très superficielle de ce permafrost qui dégelait et regelait. Bon, voilà, on était dans cette petite alternance, mais on s'aperçoit maintenant que l'épaisseur de la zone du secteur de dégel s'approfondit en quelque sorte, hein, et que le terrain devient encore plus, j'allais dire, encore plus mou en quelque sorte, encore plus humide, c'est une problématique, c'est une vraie problématique parce que ça va engendrer des modifications dans l'humidité, ça va aussi avoir un rôle sur l'écoulement des eaux, etc. Donc c'est pas spectaculaire le permafrost, on peut même marcher dessus sans vraiment s'en apercevoir, mais il faut le surveiller attentivement. Enfin, autre chose aussi que je voudrais rajouter, que j'avais pas forcément cité l'année dernière, il faut bien que j'ajoute quelques petits éléments. Dans les héritages des paléoclimats, il y a aussi l'héritage d'un certain type de végétation, et notamment ce qu'on appelle les forêts primaires. Je ne sais pas si je les avais évoquées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forêt primaire ? C'est une forêt qui n'a jamais été exploitée ni modifiée par l'homme. Elle est restée telle que naturellement elle s'est installée sur un certain type de territoire. Alors ces forêts primaires, eh bien, elles sont toujours présentes, elles sont à peu près pour un tiers dans les forêts mondiales, ce qui est pas mal, hein, un tiers. Mais le problème, c'est que une grande partie d'entre elles, de ces forêts primaires, sont en danger. Hein, parce que pendant longtemps, eh bien, on les a trouvées peu intéressantes, inaccessibles, pas commodes. On a défriché ailleurs, là où c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, j'allais dire, pratique, notamment pour l'agriculture. Mais maintenant, là, bon, enfin, quand je dis maintenant, ça fait déjà plus d'un siècle. Eh bien, ces forêts, on les a sérieusement attaquées. Vous en avez entendu parler, eh bien, ce couvert végétal est effectivement en danger. Alors, les secteurs les plus en danger, on nous en parle et à juste titre, sont l'Amazonie, effectivement, l'Indonésie, la Malaisie. Voilà, ça, ce sont les 3 secteurs de forêt primaire qui sont vraiment les plus en danger parce que, j'allais dire, il s'agit de les exploiter au sens capitaliste du terme, hein, c'est-à-dire on se débarrasse d'arbres pour lesquels on estime qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, et on préfère installer les plantations de palmiers à huile, notamment. Alors ça, c'est notamment très vrai pour l'Indonésie et la Malaisie. Bon, l'Amazonie, le déboisement est à des buts plus variés. Hein, on essaye d'installer de l'agriculture, ou on essaye d'installer un élevage, enfin bon, le défrichement va très très vite. Si on faisait un classement, on dirait que l'Amazonie est en voie d'extinction. C'est peut-être un peu difficile à encaisser, mais j'allais dire, bon, les politiques actuelles ne sont pas très encourageantes là-dessus. Sont en grand danger Indonésie et Malaisie, et moins connus, il y a d'autres îlots, si l'on peut dire, de ces forêts primaires, ça vaut la peine de le savoir. Il en reste en Europe.
quelque part au nord de la Russie, au nord de la Finlande. Et une des plus intéressantes se trouve à cheval entre la frontière polonaise et la frontière bélarusse. Donc l'Europe a encore ces forêts dites primaires. Et puis, un peu nettement plus loin de nous, mais très intéressante aussi parce que c'est la plus ancienne de toutes, elle a le record d'ancienneté, c'est là avec 135 millions d'années. C'est remarquable. C'est une forêt primaire qui se trouve au nord, je vérifie, oui, nord-ouest de l'Australie. Ça s'appelle la région de Daintree. Voilà, donc allez voir un petit peu ces paysages-là, qui sont moins connus, qui font moins la une des articles ou des journaux, mais donc c'est une forêt extrêmement intéressante. Et qui mérite justement donc d'être cité. Voilà donc pour ce rappel, mais on avait travaillé beaucoup plus que ça. On avait beaucoup travaillé. Ensuite, on s'était attaqué aux zones climatiques, morceau par morceau. Et j'avais choisi de commencer par la problématique des déserts. Pourquoi ? Eh bien parce que on a envie, j'allais dire, de passer vite sur cette question-là en termes de climatologie en disant de toute façon dans les déserts il se passe rien, il pleut pas, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore, bon pourquoi s'y intéresser ? Alors j'avais voulu quand même bien sûr un peu démonter cette image-là et surtout faire une typologie des déserts en montrant que chaque désert est un monde à soi tout seul. Un monde à soi tout seul, notamment au niveau de la végétation, parce que les plantes qu'on y trouve, il y en a, on les avait détaillées. Cette végétation provient de la végétation du voisinage du désert. Et les plantes ont peu à peu développé des stratégies pour aller s'insinuer là où les conditions paraissaient moins favorables, mais elles ont réussi à s'y insinuer en développant des stratégies étonnantes pour retenir l'eau, par exemple aussi minimiser l'évaporation. Comment est-ce qu'une plante minimise l'évaporation ? Parce que ça, c'est le problème. Alors vous êtes là avec vos petites feuilles. J'évapore. Ça va mal. Qu'est-ce que je fais ? Diminuer la surface du soleil. Voilà, il faut diminuer la surface au soleil, donc on va avoir des épines. Ah oui, ça c'est vraiment l'élément important. Pour stocker l'eau, qu'est-ce que peut faire la plante ? Oui ? Pardon, je vous entends mal. Alors, on peut effectivement épaissir les feuilles et leur mettre une sorte de vernis. Souvent, dans ces espèces-là, on a ce qu'on appelle des feuilles vernissées qui forment effectivement une pellicule de protection. Mais le stockage aussi peut se faire dans les troncs. Dans la masse, j'allais dire, de la plante. Bon, c'est la fameuse histoire du baobab, mais il y en a bien d'autres. Et donc, oui. Aussi, alors, voilà, l'autre, bien sûr. Les aquifères en profondeur. Voilà. L'autre stratégie, c'est de s'assurer le pompage, effectivement. On estime qu'elle soit savoir de 15 mètres à 15 mètres de racines sous terre. Voilà, oui, elles vont très très loin pour s'assurer de leur survie. Donc des stratégies multiples et somme toute très sophistiquées. Et puis aussi alors la préoccupation de la plante, c'est pas seulement de survivre, c'est aussi de se reproduire. Donc par exemple avec des graines qui sont capables d'attendre la prochaine pluie, même d'attendre plusieurs années, et à la première averse, eh bien le phénomène, j'allais dire, de germination va se déclencher subitement à la grande surprise des quelques humains qui peuvent être là au bon moment. Donc voilà, la problématique des déserts est intéressante. Là encore, comme pour les zones climatiques, les secteurs désertiques ont des limites qui sont floues. Il y a des transitions. On va pas passer du désert au non-désert, j'allais dire immédiatement. Il y a donc tout des espaces de transition et de régions semi-désertiques. Ensuite, nous sommes allés nous promener dans les hautes latitudes, dans ces fameux climats polaires.
Alors, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais je voudrais insister parce que ça va avoir des conséquences aussi sur le reste des zones climatiques. C'est la différence bien spécifique entre l'Arctique et l'Antarctique. L'Arctique, la zone arctique, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Voilà, c'est une banquise qui flotte sur l'océan. J'ajouterais aussi dans ces particularités quelque chose d'essentiel, donc une banquise qui flotte sur l'océan et qui est cernée par des espaces continentaux qui sont très proches, qui sont très très proches. Comment ? Le Groenland. Ah bah voilà, oui, ça va. Lui et les problèmes de voisinage, hein, bon. Très intéressant, très intéressant. Bah oui. Hein. Voilà. Donc il y a là tout autour effectivement de l'Arctique des États, des puissances, j'allais dire, qui lorgnent sur ces régions-là, leurs possibilités, non seulement en termes de sous-sol, mais aussi la fameuse route, voilà, qui arctique qui permettrait, j'allais dire, de raccourcir les temps de transport d'une façon fabuleuse et qui est effectivement très tentante. Pour le moment, bon, elle fonctionne, mais j'allais dire temporairement, et puis avec donc un matériel, enfin avec des navires bien spécifiques, parce que bon, on ne navigue pas là-dedans, j'allais dire sans double coque et autres éléments, bien sûr. Et par contraste, alors l'Antarctique, c'est un autre monde. C'est un continent élevé. Hein, c'est montagneux, l'Antarctique, c'est montagneux, et là-dessus, vous avez une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Voilà, donc on a un monde très différent. Et puis, en ce qui concerne le voisinage est très différent aussi. Voilà, c'est un voisinage maritime. C'est un voisinage maritime, et cet océan austral, il est extrêmement important parce que il joue un rôle moteur, au sens dynamique du terme, un rôle moteur dans la circulation des températures à la surface du globe, et notamment il permet d'absorber en quelque sorte une bonne partie du carbone. C'est une des principales pompes à carbone de notre atmosphère. Donc c'est un océan, j'allais dire, qui est primordial aussi pour notre environnement. Voilà, rapidement récapituler ce qu'on a pu voir l'année dernière. Quelques questions préalables ou non? Pour les nouveaux arrivants, c'est suivable, ça vous La voix, ça va aussi, parce que bon, j'ai perdu l'habitude, ça va, vous m'entendez clairement, parfait. Nous avions terminé la session 2025 en disant, on n'a pas terminé justement. Donc, les hautes latitudes, c'est fait, les déserts, c'est fait. Alors, on va tâcher de se réchauffer un tout petit peu. Il faut avoir de l'imagination. On va s'embarquer dans la zone intertropicale. Donc c'est le chapitre d'aujourd'hui. Les climats de la zone intertropicale. Donc c'est, j'allais dire, donc une de ces fameuses zones thermiques que l'on avait déterminées. La première idée qui vient à l'esprit quand on parle de la zone intertropicale, c'est de se dire, c'est vraiment pas compliqué à situer. L'équateur, les deux tropiques, voilà, et tout se passe là. Non, pas vraiment. Ce qu'on appelle la zone intertropicale, c'est, j'allais dire, plus mobile que ce que l'on peut croire. Généralement, climatiquement, la zone intertropicale est un petit peu décalée. Elle est plus décalée vers le nord, elle dépasse plus, si vous voulez, le tropique nord, et elle n'est pas toujours calée
sur le tropique sud. Donc elle n'est pas exactement centrée. Ça, il faut le retenir. Et ce décentrage, en quelque sorte, par rapport à ces lignes d'origine astronomique, en l'occurrence, le décalage peut s'accentuer selon le moment de l'année. Donc retenir que la zone intertropicale, c'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui est mobile, avec une petite tendance à être plus au nord du côté de l'hémisphère nord que du côté de l'hémisphère sud. Bien, alors nous allons commencer par la partie centrale. Avec le climat équatorial, ou plutôt les climats équatoriaux. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais le singulier en climatologie, c'est pas franchement une bonne idée, parce que plus on approfondit, plus on s'aperçoit qu'il y a de la variété, donc le pluriel est quand même plus adapté, même dans les régions qui sont, j'allais dire, les plus typées. C'est ce qu'on va voir. Donc, grand 1, les climats équatoriaux. Alors, quels sont les éléments, j'allais dire, clés, les éléments qui font que l'on reconnaît les caractéristiques d'un climat dit équatorial, outre le positionnement, évidemment, à la latitude de l'équateur. Bon, ça, c'est dans la terminologie. Alors, à quoi est-ce que ça se reconnaît un climat équatorial? Vous l'avez peut-être fréquenté, vous avez peut-être eu la chance de vous retrouver sous cette latitude. Non, pas de... Oui. Ah voilà, excellent exemple. Alors qu'est-ce que vous avez retenu? Humidité. Ah voilà. Voilà. Alors, humidité, chaleur, et en termes de paysage, la forêt. Voilà, la forêt dense. Voilà, alors on va donc s'intéresser à tout ça. Le climat équatorial, il se caractérise effectivement par une très forte et très constante humidité de l'air. On est dans des pourcentages qui sont presque toujours aux alentours de 85-90%. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du maximum. Voilà. Ce qui est tout de même assez remarquable et qui est surprenant, évidemment, pour toutes les personnes qui font une incursion. C'est les températures. Alors, les températures, est-ce que ce sont les températures les plus élevées du globe dans la zone équatoriale? Est-ce que c'est là où il fait le plus chaud? Non. Non, c'est pas là où il fait le plus chaud. Bien que le ressenti soit tout à fait différent. Mais là, on essaie dans l'exactitude des relevés, bien sûr, météorologiques. Non, les températures ne sont pas, j'allais dire, particulièrement élevées. Les températures sont surtout à peu près les mêmes toute l'année. C'est cela qu'il faut retenir, des températures effectivement chaudes, mais on est dans 27, 30 degrés. Pas forcément plus, mais c'est le taux d'humidité qui fait qu'on a un ressenti. Donc, une humidité très élevée, des températures constantes toute l'année, aux alentours donc 27-30 degrés, et effectivement, le résultat visible de cette combinaison, beaucoup d'humidité et d'une chaleur constante, c'est la présence donc de la forêt dense. C'est une forêt qu'on qualifie d'ombrophile. Quelques termes savants ne font pas de mal au passage. D'autant plus que celui-là est un peu un faux ami. Parce que ombrophile, si on essaye de se fier aux racines que l'on connaît, on se dit ça veut dire qu'il aime l'ombre. Faux ami. Faux ami parce que ça vient du latin umbris, qui veut dire la pluie. Ah oui, c'est le petit. Alors dans notre vocabulaire, d'ailleurs dans le vocabulaire de pas mal de langues latines, le mot umbris, qui veut dire la pluie,
à glisser en quelque sorte et est associé au terme, pour nous, d'ombre, effectivement. Mais bon, en termes, j'allais dire, scientifiques, on a utilisé la racine latine pour qualifier cette forêt dense. Alors, voilà donc ce qui est caractéristique, ce qui permet de dire sans se tromper qu'on est bel et bien dans la région équatoriale. Alors, cette forêt dense, elle a quelles caractéristiques particulières? Parce qu'on pourrait dire, bon, il y a d'autres forêts qui sont quand même assez denses. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je fais encore appel à vous. Elle est très étendue. Oui, alors elle est couvrante, effectivement. On n'aperçoit pas d'espace vide. Elle est continue. C'est un tapis forestier, c'est un ensemble forestier, pardon, un ensemble forestier continu, effectivement. Chercher une clairière, voilà, c'est plutôt compliqué. Oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plusieurs étages. Effectivement, la densité, elle n'est pas seulement dans le fait qu'il n'y a pas d'espace libre, mais c'est dans le fait aussi qu'il y a une densité, j'allais dire en épaisseur en quelque sorte, avec des végétaux à tous les niveaux et une canopée qui est très élevée. Voilà, donc ça c'est très caractéristique de la forêt dense, densité par rapport au terrain, mais densité aussi dans l'épaisseur. Cette densité donc très très forte, cette variété des végétaux, elle est entretenue par le fait que cette forêt se nourrit aussi de ses propres débris. Quand on marche dans ce type de forêt, on ne marche pas vraiment sur le sol. On marche sur une épaisseur de débris végétaux qui est au minimum d'1 mètre. Donc c'est quelque chose là de très très particulier à la forêt dense, une très très forte épaisseur de ces débris végétaux qui abritent, vous en avez entendu parler, une vie très dense d'insectes, de petits animaux. Il y a là une biodiversité, une richesse biologique qui est vraiment formidable et qu'on n'a pas d'ailleurs totalement fini d'explorer. On peut encore repérer des types d'insectes qu'on n'avait pas encore rencontrés, notamment dans la canopée. Parce que, je veux dire, au niveau de l'accès, c'est pas franchement évident, mais les scientifiques ont beaucoup d'imagination parce qu'ils ont beaucoup de curiosité. Et vous savez comment ils arrivent à étudier cette canopée, tout ce qui se passe là à 40 mètres de haut? Vous n'avez pas vu des reportages là-dessus? Ah, c'est très intéressant. Ils ont développé une technique que j'appelle celle du radeau pneumatique. Vous avez peut-être déjà vu ça. On dépose au niveau de la canopée. Comment ? Radeau des cimes. Voilà, les radeaux des cimes. C'est plus poétique, c'est beaucoup mieux. C'est plus joli. Les radeaux des cimes, ce qui permet donc de faire des observations, de faire aussi bien sûr des captures, des analyses en tout genre, sans avoir évidemment à grimper avec, j'allais dire, un certain nombre de périls. Donc voilà, cette canopée, elle est très passionnante, effectivement, et elle fait aussi partie de la richesse de cette forêt. Il faut pas l'oublier. Bien. Donc voilà les caractéristiques fondamentales. Alors j'ajoute pour le petit 1. Voilà. Voilà. Je sais bien qu'il ne faut jamais laisser un petit 1 sans un titre parce que ça fait désordre. Voilà les caractères. Alors, deuxième élément incontournable quand on étudie justement un phénomène climatique, c'est sa localisation. Où se trouvent les grands secteurs donc de climat équatoriaux. Alors, on va partir de ce que nous a dit notre collègue, c'est-à-dire qu'on va partir du continent américain et donc de l'Amazonie, auquel on va ajouter les Guyanes, parce qu'il y a plusieurs, il y en a plusieurs avec des noms différents, mais il y en a plusieurs. Et puis aussi ne pas oublier la côte de la Colombie, qui est concernée aussi par cette forêt dense et par ce climat équatorial. Voilà, donc nous partons de l'ouest en quelque sorte, enfin
par rapport à nous Européens, hein, bien sûr. Voilà, l'Ouest et l'Est étant toujours relatifs à la position qu'on a. Donc, Amazonie, Guyane, côte de la Colombie. Si on se transporte sur le continent africain, quels sont les équivalents? Eh bien, on va trouver ce qu'on appelle la cuvette du Congo, avec un massif forestier qui vraiment, dans son étendue, est un proche parent de l'Amazonie, un grand tapis continu et très riche, auquel il faudrait ajouter 2 secteurs qui correspondent au Gabon et au Cameroun. Voilà donc pour la région équatoriale africaine. Ensuite, si l'on passe à l'Asie, on va avoir affaire là à des espaces morcelés sous forme d'archipels, de presqu'îles. C'est tout un ensemble donc qui comporte l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. Plus bien sûr que d'autres secteurs. Ah, j'oubliais, honte à moi, j'oubliais le Sri Lanka. Voilà donc pour les secteurs de climat équatorial, avec donc les caractéristiques qu'on a définies. Et puis, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller un tout petit peu plus loin. Je vous en prie. Bonjour. Il faut aller un tout petit peu plus loin, dans les îles du Pacifique central. Et oui, le Pacifique est un immense océan dans lequel on ne se repère pas forcément très bien, nous Européens, mais si les îles ils sont quand même assez nombreuses, et bien certaines appartiennent bel et bien à l'espace équatorial. Il y a par exemple les îles Marshall, par exemple. Voilà, donc en quelque sorte d'ouest en est, hein, tout le secteur donc de ces climats équatoriaux. Alors, quel type de temps fait-il? On pourrait dire comment se passe une journée dans une région équatoriale. Alors, c'est ce qu'on va voir en troisième point. Un petit problème? Non? Non, ça va? Faut le dire, hein, si vous me voyez m'égarer à un moment donné, si je vous perds quelque part dans la forêt dense, il faut crier au secours. Voilà. Alors, les types de temps dans ce secteur, donc dans cette zone équatoriale. Eh bien, franchement, c'est très ennuyeux. Au niveau des types de temps, alors là, franchement, c'est toujours la même chose. Vous n'avez pas eu cette impression? Voilà, oui, c'est toujours la même chose. C'est d'une monotonie. Bon, alors, prenons quelques données météorologiques. D'abord, les pressions. Les pressions sont toujours basses. Pas question de trouver un petit peu de haute pression, un petit peu de basse pression. Non, basse pression. La zone équatoriale, c'est une zone de basse pression, parce que nous sommes, alors là je vais faire appel à des souvenirs peut-être encore plus anciens, nous sommes dans ce qu'on appelle la cheminée équatoriale, c'est-à-dire qu'il y a convergence de vent, et à un moment donné, évidemment, il faut bien que ces masses d'air s'évacuent quelque part, et elles s'évacuent vers le haut. Donc, si l'air monte, les pressions au sol sont basses. Voilà, on est donc sur la cheminée, ce qu'on appelle, entre guillemets, la cheminée équatoriale, des pressions faibles. Conséquence, est-ce qu'il y a du vent? Non, il n'y a pas de vent. Rappelez-vous, le vent, c'est comme l'eau. Ça va du haut vers le bas. Ça va des hautes pressions vers les basses pressions. S'il n'y a pas de haute pression, comment voulez-vous qu'il y ait du vent? Il n'y a pas de pente barométrique. Donc les vents sont très faibles, voire carrément inexistants. Alors, il y a un petit peu plus de déplacement d'air au niveau des côtes.
puisque il y a l'effet bien sûr de la masse maritime. Mais sinon, le coup de vent, le courant d'air, vous pouvez toujours courir. C'est pas gagné du tout. C'est même ça frôle l'impossible. Donc voilà, pour la pression atmosphérique et les vents, rien à attendre, c'est la monotonie assurée. En ce qui concerne les températures, j'en ai déjà un petit peu parlé. Température stable toute l'année, aux alentours donc des 26-30 degrés. Alors est-ce qu'il y a des petites différences tout au long de l'année ? Avec les stations météorologiques, on a des choses détaillées. Le maximum de différence sur toute une année de température, c'est 3 degrés. Alors vous voyez que le pauvre être humain, lui, il s'en aperçoit même pas. Ça fait pas grand-chose. Par contre, l'amplitude thermique sur 24 heures, là, c'est un peu plus sensible. Il y a une différence plus forte des températures diurnes et nocturnes que des températures sur toute l'année. Alors là, ça va jusqu'à combien ces différences possibles entre température diurne et nocturne? Ça va en gros jusqu'à 10 degrés. Petit rafraîchissement nocturne, très relatif, très relatif. J'ai jamais passé de nuit dans les zones équatoriales, mais ça me fait pas tellement envie non plus. Voilà, c'est pas évident non plus la nuit. Voilà. C'est là qu'on dit merci la climatisation avec beaucoup de remords, mais voilà. Donc des températures qui se varient très très peu en tout cas sur l'année, c'est certain, et dans la journée. Quand je parle de la journée, le jour solaire, sur 24 heures, donc il y a un petit peu plus d'amplitude, mais c'est pas énorme. Alors, pourquoi cette égalité thermique dans le fond? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement? Pourquoi? La nuit et le jour sont égaux toute l'année. Exact, effectivement. La durée d'insolation est d'une régularité, effectivement, c'est 12-12, 12 heures. Il n'y a aucun moment, d'allongement des jours ou de raccourcissement des jours, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui entre en jeu pour expliquer ces températures d'une stabilité remarquable? Voilà. Alors, effectivement, nous sommes au niveau de la rotondité de la Terre, dans le secteur où les rayons du Soleil sont les plus proches de la verticale, et cela toute l'année. Donc, des rayons du Soleil qui sont pratiquement toujours proches de la verticale, proches de ce qu'on appelle le zénith. Voilà. Donc, la quantité de calories reçues dans l'année ne varie pratiquement pas. Donc, voilà, c'est une chaleur effectivement constante. Il faut ajouter aussi, et là on revient à la forêt dense, que cette chaleur constante est conservée. La forêt réduit ce qu'on appelle le rayonnement nocturne. Vous vous rappelez de cette notion qui correspond aussi à notre vécu. La Terre, au sens donc minéral du terme, renvoie la chaleur qu'elle a gagnée pendant la journée, mais là, vous avez une forêt qui capitalise la chaleur et, qui réduit considérablement le rayonnement nocturne. Donc, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire il y a très peu de perte de cette chaleur. Il n'y a pas besoin de réchauffer l'atmosphère. D'ailleurs, vous avez fait souvent l'expérience, il faut se méfier, à 6 heures du matin, il ne faut pas oublier sa crème solaire. C'est pas 6 heures du matin chez nous en été. Chez nous en été, 6 heures du matin, crème solaire, donc, quand même. Non, là-bas, c'est sans pitié. Ça va pas pardonner. Vous allez avoir le coup de soleil garanti sur facture. Bien, voilà. Donc, au total, on a donc cette chaleur constante, on a cette masse végétale qui conserve l'humidité et la chaleur. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il pleut constamment? Parce que tout est calme là. J'ai pas parlé de perturbation, c'est pas possible. Alors, comment, oui? Voilà, c'est un cycle, c'est ce qu'on appelle des pluies de convection. Vous vous rappelez sans doute le terme? Voilà, les pluies sont des pluies dites de
convection. Je vais vous refaire le petit schéma. À savoir donc, enfin schéma, si l'on peut dire. On va plutôt faire une espèce d'emploi du temps. Le matin, eh bien, donc vers 6 heures, le ciel est relativement clair. Relativement clair, et les températures augmentent très très vite. Ça veut dire donc qu'il y a rapidement évaporation. Notamment évaporation à partir de l'humidité de la forêt. Voilà, ça va vite, bien sûr. Évaporation qui, bien sûr, s'accroît, et en fin de journée, c'est-à-dire vers 18h, enfin, ou un petit peu avant, ça peut être 16-17h, c'est quand même pas minuté, l'évaporation a été telle, eh bien, que la quantité de vapeur d'eau excède les capacités de la masse d'air. Et à ce moment-là, donc, on a condensation. Une condensation avec un type de nuage qu'on a appris à connaître, ce sont les cumulonimbus. Puisqu'on est dans un secteur d'ascendance, on a forcément des nuages à développement vertical. Donc des cumulonimbus qui vont fournir des précipitations abondantes, courte, c'est sous la forme d'averses, ou aussi, bien sûr, c'est propre au cumulonimbus, vous le savez, sous la forme d'orage. Donc la pluie arrive, j'allais dire, très subitement. Enfin, on a quand même, heureusement, la vue sur les cumulonimbus qui permet de se repérer, mais donc ce sont des pluies qui démarrent très très brusquement et qui s'arrêtent presque aussi brusquement qu'elles sont arrivées. Et ça, c'est le cycle journalier. Donc, tous les jours, ce cycle-là se renouvelle. C'est le système donc des pluies de convection. Donc, surtout, donc, ne jamais évoquer de perturbations dans le monde équatorial, ça n'existe pas. Alors, vous savez qu'on aime en climatologie entrer un peu dans les détails, voir s'il n'y a pas quelques petites exceptions, quelques petites variantes. Alors, en cherchant bien dans la zone équatoriale, il y en a. Mais alors, il y en a vraiment un petit peu. On va quand même en parler. Ça serait dommage de ne pas évoquer cela. Donc, on est au 4. Alors, 4, les petites variantes. Allez, je vais faire un petit peu de ménage aussi. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme variante ? C'est pas très compliqué. Soit on pourrait trouver des endroits où il y a un peu moins de précipitations, soit des endroits où il y en a un peu plus que la moyenne. Et ça se joue à ça, mais bon, il faut quand même en parler. Alors, donc, des variantes plus sèches. Alors, en examinant bien les choses, eh bien, c'est vrai sur les pays, pour les pays qui sont sur la côte du golfe de Guinée. Par exemple, des pays comme, j'avais cité, oui, par exemple comme le Ghana ou le Togo, qui sont côtiers. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est curieux, ils ont une partie côtière,
Mais c'est là que c'est la variante la plus sèche. On se dit, il y a un truc qui ne va pas. Si, il y a une cohérence, c'est parce que, là encore une fois, c'est la masse maritime qui joue son rôle. Les eaux du golfe de Guinée sont refroidies par un courant marin, et donc l'évaporation est moindre que à partir d'autres océans en particulier. Donc, parce que là, on a donc des eaux qui sont rafraîchies dans le golfe de Guinée, et donc on a moins de condensation. Voilà. Cette petite variante ne passe pas quand même totalement inaperçue quand on est sur place, parce que ça a un effet sur la végétation. La forêt est nettement moins dense, justement. Une forêt moins dense, et il y a donc moins d'arbres, ils sont moins élevés, et on voit apparaître une autre formation végétale qu'on appelle la savane, c'est-à-dire de très hautes herbes, qui font comme des taches plus claires en quelque sorte au milieu des arbres. Donc voilà, le paysage se modifie, la végétation s'adapte là aussi à ces précipitations moins abondantes. Là encore, si on cherchait vraiment dans le détail, on peut aussi trouver des régions plus sèches pour des raisons d'abri. C'est-à-dire, par exemple, dans les Andes colombiennes, ou au pied des Andes colombiennes, vous pouvez avoir des secteurs, des vallées un peu abritées, et avec un effet justement de protection vis-à-vis des pluies. Enfin bon, c'est pas grand-chose. Hein. Comme on travaille à l'échelle du globe terrestre, hein, on peut les laisser de côté, mais il faut savoir hein, qu'il peut y avoir vraiment ce qu'on appellerait finalement presque un microclimat. Hein, c'est-à-dire qu'au milieu de ces pluies abondantes et régulières, il y a des petits secteurs. Une petite vallée qui peut, j'allais dire, être moins humide que son voisinage. Les variantes plus arrosées. Les variantes plus arrosées existent aussi. Si c'est plus arrosé, ça ne doit pas être évident. Effectivement, là on atteint des précipitations vraiment très très élevées. Alors, quels sont les cas de figure où les précipitations sont plus abondantes que la moyenne équatoriale? Alors, là, à nouveau, on va retrouver les côtes, hein, la localisation côtière, mais cette fois-ci donc au-dessus d'océans nettement plus chauds et des côtes qui vont être régulièrement concernées par ce qu'on appelle des brises de mer qui sont forcément chargées de l'humidité maritime. Alors tout à l'heure je parlais des îles Marshall, je crois. Eh bien ces îles Marshall en plein Pacifique ont une hauteur totale de précipitation à l'année de 5 mètres. Ah oui, hein, quand on dit qu'il pleut, il pleut, hein, ça plaisante pas. Hein. 5000 millimètres, hein, quand on l'exprime en millimètres, c'est même encore plus impressionnant. Hein. Voilà, donc si vous avez une côte exposée régulièrement à une brise de mer, comme c'est le cas aux îles Marshall, eh bien là, vous avez des records de précipitation. Et alors le fin du fin, si j'ose dire, le fin du fin, c'est quand vous avez un secteur côtier et juste à côté une chaîne montagneuse. Alors là, vous avez un double effet. Si je fais un petit dessin, vous savez que j'adore les petits dessins, voilà. On va même le faire en couleur, allez. Hein, on ne se refuse rien. Voilà. Vous avez une côte, enfin la mer, la côte, et puis vous avez une chaîne de montagnes. Et puis donc va arriver la brise de mer. Voilà la jolie petite brise de mer qui arrive. Elle est chargée donc d'humidité. Enfin, je mets des petits points pour symboliser ça. Elle est chargée d'humidité. Donc
elle devrait apporter déjà de l'eau, mais elle est obligée d'escalader en partie le relief qui est à côté. Donc, elle va se refroidir vite, hein, et à ce moment-là, donc, des nuages vont se former, et là, on a des pluies encore plus abondantes. C'est-à-dire que c'est un double effet, il y a l'effet brise de mer, plus ce qu'on appelle, en termes savants, un effet orographique, c'est-à-dire un effet lié à l'obstacle du relief. La masse d'air étant obligée d'aller en altitude, se heurtant à cet obstacle, eh bien, elle se refroidit, elle ne peut plus contenir autant de vapeur d'eau, et la condensation est bien sûr forte. Alors, si un jour vous allez en Colombie, sur la côte Pacifique, donc, dans le joli port de Buenaventura, eh bien, il faut vous attendre à ce que ça soit quand même pluvieux, parce que là, on est à plus de 6 mètres de précipitation par an. Voilà. Donc, l'effet orographique est quand même assez marqué. Alors si vous voulez aller en Colombie, j'ai pas fait une simulation, enfin je vais aller chercher quand même. Les conseillers touristiques ont du mal à vous trouver une saison où il pleuvrait un peu moins. Alors ils ont réussi à faire des photos avec des ciels clairs, mais ils ont eu un peu de mal. Voilà, bon, ça c'était une petite plaisanterie sur le côté. Voilà, que ça ne vous empêche pas de voyager par ailleurs, hein, bien sûr. Voilà donc pour cette première présentation donc de la zone dite équatoriale et ces petites variantes très 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 légères. Des questions éventuellement sur ce milieu, ce climat? C'est tranquille, hein, ouais, hein. Voilà, hein, pas de vent, pas de phénomène particulier, il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de... Hein, voilà, c'est monotone. Bon, alors on va maintenant s'écarter de l'équateur et on va aller dans les zones dites tropicales. Alors là, c'est beaucoup plus agité. Hein. Là, franchement, ça va être beaucoup plus remuant. Donc là, on en est au grand 2. Hein, c'est ça? Voilà. Bon. Grand 2, donc, les climats tropicaux. Toujours le pluriel, hein. Et là, c'est d'autant plus nécessaire. Ah oui, un petit point de vocabulaire. Vous verrez sans doute, si vous faites quelques petites recherches, si vous vous documentez un petit peu, vous trouverez aussi parfois les adjectifs subéquatorial ou subtropical. Hein, vous l'avez déjà peut-être même repéré. Qu'est-ce que ça entraîne cet adjectif? Ça veut dire que on est sur les marges du climat tropical. Voilà, hein, on est dans la zone de transition. Hein, donc, climat équatorial, subéquatorial, tropical, subtropical. Voilà, hein, ce sont toutes les nuances. Bien. Donc, les climats tropicaux, alors là, ceux-là, ils vont nous occuper un petit peu plus, et je répète, ça va être nettement plus agité. Alors, quelles sont d'abord leurs caractéristiques? À quoi est-ce qu'on reconnaît justement que l'on passe, imaginons qu'on voyage, hein, qu'on passe donc d'un secteur à climat équatorial, qu'est-ce qui va faire que on va se dire, ah là, il y a des choses qui changent, on est plutôt dans le climat tropical. Quel est l'élément qui va être le plus révélateur? Pardon? Des saisons. Oui, mais des saisons basées sur quoi? Basées sur quel élément? Le Ah ben le soleil, il reste le même. Hein. Sèche ou humide. Oui, là. Voilà, la présence d'une saison sèche. Voilà, ça c'est l'élément. Une sécheresse
continue. C'est ça aussi qui est important dans la définition, hein, dans le repérage. Pour parler d'un climat tropical, il faut qu'il y ait au moins 3 mois de saison sèche continue. Voilà, ça c'est le critère qu'il a bien fallu, j'allais dire, cadrer pour s'y retrouver. C'est l'élément clé. On a donc effectivement 2 saisons, mais des saisons qui sont repérables grâce aux précipitations, essentiellement. Bien sûr, ça induit aussi un changement des températures, vous n'aviez pas tort, mais l'élément premier qui fait basculer en quelque sorte dans un autre type de climat, c'est la répartition des précipitations. Donc, minimum 3 mois de saison sèche et maximum, évidemment, de 9 mois de saison humide. Voilà. Hein, ça, c'est l'élément clé. Dans le paysage, on va aussi s'apercevoir que les choses ont changé. À votre avis, qu'est-ce qui va être représentatif du paysage du climat tropical? Parlez bien fort, hein, parce que... Oui, la végétation. Alors, quel est le paysage végétal type, en quelque sorte, du climat tropical? Les arbres sont petits. Voilà, alors les arbres sont plus petits, ils sont plus rares, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a entre les arbres, du coup? La fameuse savane, effectivement, que j'ai évoquée un petit peu tout à l'heure dans les variantes sèches. Donc on a un paysage vraiment différent, un paysage végétal différent, ce qu'on appelle la savane arborée. Des arbres dispersés. Il y a vraiment une discontinuité au niveau arborescent, sauf s'il y a des cours d'eau. S'il y a des cours d'eau, eh bien les arbres vont se dire voilà une situation bien intéressante. Hein, parce que pendant la saison sèche, j'aurai peut-être encore un peu d'eau. Et les arbres, à ce moment-là, utilisent les rives. Et on a ce qu'on appelle un phénomène de forêt-galerie. Voilà, donc de forêts qui s'alignent sur les cours d'eau. Alors, pourvu que les cours d'eau eux-mêmes résistent à la saison sèche. Mais bon, il y a, n'oubliez pas, bien sûr, les nappes phréatiques qui peuvent continuer à alimenter justement des arbres qui, avec leurs racines, vont à la recherche, bien sûr, de ce qui leur est nécessaire. Donc, une savane arborée, des arbres très dispersés, qui sont effectivement moins hauts, et puis surtout cette savane. Alors, la savane, ce sont des herbes. Hein. Alors, attention, ce ne sont pas des herbes qu'on regarde comme ça. Ce sont des arbres qu'on regarde comme ça. Hein, voilà. Donc il faut compter un minimum de 2 à 3 mètres. Hein, voilà, c'est de l'herbe costaud. Hein. Donc un paysage très marqué par ces très très hautes herbes, des herbes qui changent de couleur puisque effectivement il y a une fameuse saison sèche. Donc si vous avez vu comme moi plein d'images bien sûr de la fameuse savane, souvent vous voyez des reportages avec quelle couleur plutôt? Jaune, voilà, parce que ça a été tourné pendant la saison sèche, hein, voilà, et que c'est quand même plus praticable. Mais ne pas oublier que pendant plusieurs mois, ces herbes-là sont vertes. Hein, voilà, elles ne sont pas constamment jaunâtres comme on peut le voir, parce que c'est quand même le moment où c'est moins compliqué, bien sûr, de s'y déplacer. Voilà, donc savane arborée, très hautes herbes, qu'on appelle parfois d'ailleurs des herbes à éléphants aussi, parce que pour un peu, non, l'éléphant on le voit quand même, mais pour un peu ici, il pourrait y être caché.
Donc voilà pour ces premières caractéristiques qui sont quand même bien repérables. Il y a quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure à propos de la forêt équatoriale, de cette forêt dense. Est-ce que les arbres perdent leurs feuilles sous l'équateur? Est-ce que la forêt équatoriale, les arbres perdent leurs feuilles? De façon plus ou moins continue, de nouvelles apparaissent. Il n'y a pas d'arrêt. Oui. Ils ne sont pas en dormance une partie de l'année. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'arrêt, mais... Le feuilleton continue, ça fait des débris. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais justement de l'épaisseur des débris. Eh bien, dans la forêt équatoriale, les arbres, j'allais dire, vivent leur vie individuellement. C'est chacun à son rythme, donc vous avez effectivement une masse verte, quand on survole on a bien une masse verte, mais vous pouvez avoir des petites taches marron ou orange, c'est un arbre qui est dans son cycle où il va renouveler ses feuilles. Voilà, donc ce qui explique d'ailleurs justement les débris au sol. Alors dans le cas, là je reviens donc à la zone tropicale, puisqu'il y a effectivement cette saison sèche, là j'allais dire tout le monde doit suivre le même rythme. Là j'ai parlé des herbes, mais c'est valable pour les arbres aussi. Voilà, c'était juste une petite mise au point. Ne pas penser qu'il y a dans la forêt équatoriale uniquement des arbres à feuilles permanentes, à feuillage permanent. Ils perdent bel et bien leurs feuilles, ils en ont besoin. Voilà donc pour les premières caractéristiques. Alors ensuite, eh bien, on va suivre un petit peu la même méthodologie, la localisation. Oh, je me suis emmêlé. Les feutres. Alors, localisation. Alors bon, là-dessus, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de mystère. Il n'y a pas trop de détails à faire. Vous suivez une large bande au niveau du tropique nord, un peu plus mince au niveau du tropique sud, et vous êtes dans cette fameuse zone intertropicale. Donc sont concernés donc les zones tropicales américaines, africaines. En Asie, on va voir que c'est un petit peu plus complexe, mais bon, d'une manière générale, je ne vais pas vous faire une énumération. La localisation, c'est effectivement au niveau des tropiques. Et c'est donc une bande assez large. En termes d'étendue, c'est une bande qui est assez large. Alors, quelles vont être les variantes dans cette situation tropicale? Eh bien, les variantes, elles vont être liées à la durée respective des deux saisons. Là, je vous ai fixé au départ, j'allais dire, l'élément d'étude. On va dire que c'est un climat tropical à partir du moment où il y a 3 mois de saison sèche continue. Mais rien n'empêche qu'il y en ait 4, ou 5, ou 4,5 par exemple. Donc les variantes vont se jouer sur la durée respective des saisons. Et des saisons surtout, donc, en fonction de la durée de la saison sèche. Ou plutôt le rapport, bien sûr, saison sèche, saison humide. Si l'une augmente, l'autre diminue fatalement, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe donc là-dessus ? Quels sont les facteurs, ou le facteur plutôt, qui va faire varier la durée de la saison sèche et de la saison humide par conséquent? Comment se fait-il qu'à un moment, dans certaines régions, on va passer à 3 mois et demi, 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois de saison sèche? Qu'est-ce qui joue? La proximité d'un océan, de l'arrivée d'humidité sur le... Ah non, parce que je parle là d'augmentation de la durée de la saison sèche. Que ce soit loin des océans. Oui, mais comment dire, la position des océans est permanente. Et le tracé des côtes est permanent.
Donc, comment se fait-il que, par exemple, si on est dans le continent, sur le continent africain, on est sur la côte, effectivement. Par exemple, je pense, qu'est-ce qu'on a là je ne trouve plus le nom. Il y a le Mali et la Mauritanie, voilà. Hein. Bon, alors on était dans la zone équatoriale. Bon, la Côte d'Ivoire, on remonte. Et comment se fait-il là que la saison sèche augmente? On a toujours la côte, hein, on a toujours l'océan Atlantique. Hein. Comment? Non, l'inclinaison ne joue pas à ce niveau-là. C'est pas sensible. Voilà. Le soleil. Oui, alors le soleil par l'effet de la latitude. Oui. Eh oui, c'est fort simple. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus la saison sèche s'allonge. Ah, voilà, c'est quasiment un théorème. Hein. Ou presque. En tout cas, c'est une logique qui se repère. Donc, plus on s'éloigne de l'équateur, plus la saison sèche s'allonge. Voilà. Donc ça, c'est la constante. Alors, la saison sèche, donc, s'étend, et il y a une autre modification qui est, elle aussi, très très importante à repérer, c'est que la saison des pluies elle-même, on pourrait dire, se détériore. C'est-à-dire que la saison des pluies devient, à l'intérieur de ce moment-là, les pluies deviennent irrégulières. Donc, il n'y a pas seulement l'agrandissement de la durée de la saison sèche, mais il y a aussi donc des interruptions, des irrégularités dans les pluies pendant la saison humide. Il y a un autre élément aussi qui change, c'est la formation de ces pluies. Tout à l'heure, on a bien expliqué, sous l'équateur, les pluies de convection, le rythme journalier, bon voilà. Mais à partir du moment où on s'éloigne de l'équateur, la circulation atmosphérique n'est plus la même, hein, il y a des vents, hein, il y a donc des effets de perturbation. Donc, il y a toujours les pluies convectives, elles sont quand même toujours là, elles se produisent, mais interviennent aussi les pluies liées à un système de perturbation. Voilà. Donc, on n'a plus ce système régulier, on a tantôt des pluies de convection, tantôt des pluies liées à des perturbations, et tout ça donc donne, une saison humide qui est quand même soumise à pas mal d'aléas. Et plus on s'éloigne de l'équateur, plus ces aléas, évidemment, sont fréquents. Et ça, évidemment, on se doute bien que c'est très problématique pour la pratique de l'agriculture, par exemple. Voilà. Comment se fier à ces périodes, j'allais dire, qui sont a priori humides, mais qui peuvent réserver de très mauvaises surprises. Ces précipitations donc deviennent très irrégulières au point que, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appellerait une semi-aridité. Hein, c'est-à-dire donc la saison sèche couplée à une saison humide très irrégulière, ça vous donne un total annuel qui est loin d'être satisfaisant. Alors, quelles sont il y a des régions qui sont plus touchées par ces irrégularités. On enregistre des irrégularités plus fréquentes. Alors, je vais vous en citer deux. L'une sur le continent américain et l'autre sur le continent asiatique. Continent américain, on va à nouveau reparler, non pas tout à fait de l'Amazonie, mais du Brésil. C'est l'exemple d'une région qui se trouve au nord-est du Brésil, dont vous avez peut-être d'ailleurs entendu parler, et qui s'appelle le Sertão. Cette région a la malchance donc d'avoir des pluies très irrégulièrement réparties et d'un volume qui est franchement faible compte tenu, de l'ensoleillement. Le total annuel est seulement de 750 mm par an, ce qui est peu
en regard des températures qui sont, elles, bon, j'allais dire élevées, avec une évaporation très forte. Donc là, on est dans les limites, j'allais dire, d'une semi-aridité, et c'est une des régions qui est des plus difficiles à mettre en valeur à cause de ces pluies très irrégulières. Une autre région que l'on peut citer, c'est en Asie du Sud-Est, cette fois-ci. Dans la région de Macao. Alors là, c'est encore plus déroutant parce que ce n'est pas vraiment qu'il y a un manque d'eau au total, mais c'est la région est exposée à des variations complètement déroutantes. Les extrêmes sur une année, eh bien, peuvent aller de 47, enfin sur plusieurs années, pardon, qu'est-ce que je dis, donc des années différentes. Ça peut aller de 47 mm, alors là, on se dit que ça crebleu, ça devient désertique, et puis une autre année, eh bien, on va en avoir 1610. Ça, c'est vraiment grand écart. C'est vraiment très singulier. On reviendra justement sur la question de l'Asie du Sud-Est, parce que c'est là qu'il se place d'ailleurs, qu'il se passe les phénomènes les plus particuliers. En tout cas, voilà, les régions tropicales ont clairement un étagement, si l'on peut dire, en fonction de la latitude, mais là encore, avec des différences qui peuvent être assez notables. Alors tout à l'heure j'ai parlé des températures et justement de l'intense évaporation. Qu'en est-il justement des variations de température? Alors on en est à 3, voilà, 3. Est-ce qu'il y a aussi des saisons thermiques malgré tout dans ces régions tropicales? Alors on va voir les variations de température. Alors les variations de température, elles existent. Elles sont repérables quand on fait, j'allais dire, les fameux graphiques de température avec la courbe. C'est repérable. Et je vais vous faire un exemple en quelque sorte. Donc ce sont les graphiques classiques tels que nous les connaissons bien, qui commencent en janvier et qui se terminent en décembre. Voilà. Le mois de juin ici, à peu près. Voilà. Alors, une courbe des températures sous latitude tropicale, eh bien, ça donne un profil un peu curieux. Alors, ce qu'on appelle un profil en dos de chameau. Il faut bien trouver un moyen mnémotechnique de s'en rappeler. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que il y a deux moments de température plus élevés et deux moments de température, trois moments, pardon, si l'on peut dire, enfin, de température plus basse. Alors attention, quand je dis plus élevée et plus basse, on est dans des créneaux quand même très élevés. On est dans les créneaux 30-40 degrés. On n'est pas dans la chaleur, j'allais dire, telle que le touriste l'attend. Alors, comment se fait-il que justement on ait ce profil-là de température? Ça paraît un petit peu perturbant, surtout pour nous Européens, évidemment, parce qu'on a des habitudes, des images. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ici, vous avez un creux, effectivement. Là, il y a une baisse des températures. À quoi ça peut bien correspondre? Pourquoi y a-t-il vers le milieu de l'année, enfin, au sens européen du terme? Eh bien parce que là, c'est la saison humide. La saison humide est plus fraîche. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il y a les pluies, mais ça veut dire que ces pluies descendent de nuages, et les nuages
forment un couvert, évidemment, qui filtre les rayons du soleil. On a donc moins d'ensoleillement, moins de durée d'ensoleillement. Saison humide, ça veut dire donc nébulosité, et ça veut dire donc des températures un peu plus basses. Un peu, hein, je répète, hein, il faut faire attention. Hein. Les températures, c'est vraiment très très relatif. Alors, vous voyez aussi qu'il y a des baisses à ces endroits-là, eh bien parce que dans les régions tropicales, il y a aussi l'intervention des vents. Là, on avait vu, zone équatoriale, les vents, c'est pas la peine d'en parler. Dans les régions tropicales, par contre, les vents jouent un rôle extrêmement important, et ce sont eux qui sont susceptibles d'apporter plus de chaleur ou moins de chaleur dans les régions concernées. Donc, il y a aussi donc les saisons liées aux vents tropicaux qui portent un nom spécifique. Le joli nom de... Et voilà. Bien. Alors, si on résume le schéma, j'allais dire type, qu'il faut retenir pour ces climats tropicaux, c'est celui qu'on a donc déterminé. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus la saison sèche s'allonge. Et il y a des secteurs donc où vraiment c'est très lisible dans le paysage. Alors là où c'est le plus lisible, c'est sur le continent africain. Sur le continent africain, vraiment, j'allais dire, c'est les limites climatiques correspondent pratiquement au parallèle. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc ça se lit vraiment. Et je vais vous faire peut-être revenir dans des souvenirs assez anciens. Est-ce que vous vous rappelez les débuts du Paris-Dakar? Ouais, alors là, bon. Alors peut-être que ça vous intéressait pas beaucoup cette course-là, mais moi à l'époque. Je vous en prie. Je m'y suis intéressée, j'étais en activité et j'avais des classes de collège. Alors je me dis, mais comment je vais me débrouiller pour les intéresser au continent africain avec les changements de paysage, de végétation. Ouh là là, ça va être un problème. Et ils ont inventé le Paris-Dakar. Le vrai, celui qui faisait vraiment Paris-Dakar. Oui. Ça y est, j'avais trouvé le truc. Parce que effectivement, les reportages à chaque fois nous donnaient évidemment les changements en latitude de la végétation, du paysage. Et je pouvais dire, alors là, on en est à quelle étape? Qu'est-ce que vous avez vu comme paysage? C'était formidable parce que, bon, évidemment, donc arrivé en Afrique, la côte méditerranéenne, très bien. Après, bon, le Sahara, les dunes, impeccable, le désert. Et petit à petit, donc là, on faisait le chemin donc vers l'équateur, mais c'était très très pratique. Le désert, le subdésertique, alors Sahara, le Sahel, le passage à la savane arborée, et on terminait sur la côte avec la forêt dense. Impeccable. Voilà. Donc c'est vraiment en Afrique que c'est le plus lisible dans le paysage. Il y a un autre pays où on peut, un continent, quand je dis un pays, c'est plutôt un continent, où on a la même structuration assez nette, c'est en Australie. C'est un subcontinent dont on ne parle pas assez et qui est plein de choses intéressantes. Donc vous pouvez le noter, les régions tropicales les plus typiques, en quelque sorte, les plus typiques, se trouvent donc sur le continent africain, c'est là qu'on a vraiment l'étagement par rapport à la latitude le plus clair, et puis donc, il faut y ajouter l'Australie, la partie notamment nord-est, je vérifie, oui c'est ça, nord et nord-est de l'Australie. Là, même chose, mais dans l'autre sens, évidemment, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Faites attention, bien évidemment.
Tout à l'heure, donc, nous parlions de l'Amazonie et du Brésil. Alors là, la situation est beaucoup plus confuse. C'est beaucoup plus difficile de se repérer. La latitude, là, est contrariée par d'autres facteurs, des facteurs de relief, des facteurs aussi liés aux masses maritimes. Donc, là, l'étagement en fonction de la latitude, c'est plus compliqué à retrouver. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du Sertão. Eh bien, entre l'Amazonie, forêt dense, climat équatorial et le Sertão, la distance n'est pas énorme. Enfin, toute proportion gardée. La distance n'est pas énorme. Donc, on peut avoir, si vous voulez, des raccourcis, en quelque sorte, et ou, au contraire, des élargissements, c'est-à-dire des transitions plus importantes sur le terrain ou plus courtes. Voilà, donc ça fait partie des différences à l'échelle de la planète. Alors, je vous ai introduit l'idée, bien sûr, de l'influence des vents et de ces fameux alizés. Alors, on va leur donner une part particulière. On va vraiment se focaliser sur ce qu'on appelle les climats d'alizés, c'est-à-dire où ces vents, j'allais dire, sont vraiment l'agent distinctif de ce qui se passe au niveau climatique. Donc c'est la troisième partie. Mais peut-être que on va pas aller tout à fait aussi loin de manière à avoir une coupure un petit peu nette. Je vois qu'il est à peu près -5. Donc, comment ? Les climats d'alizés. Alors, juste une minute ou deux de plus pour simplement réviser, puisqu'on l'a déjà vu. Je m'appuie énormément sur les anciens, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que les vents alizés ? Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques ? La direction, la force. Vous arrivez à visualiser ou pas ? Un peu, hein ? Ah, c'est pas évident. Exact. Ils sont réguliers dans leur direction et dans leur vitesse. Alors là, ils sont formidables pour ça. Oui, des vitesses modérées, enfin des 25-30 km/h. Bon, donc ce sont des vents qui sont, j'allais dire, pas dangereux du tout. Hein. On peut naviguer dans la région des alizés, c'est pas un problème, au contraire d'ailleurs. Et puis, au niveau de la direction, ça c'est plus, c'est moins évident à retrouver. Alors, il y a un petit dessin très simple pour le retenir. Donc, les vents alizés, ce sont des vents réguliers dans leur vitesse, donc 25-30 km/h, et dans leur direction. Alors, pour bien s'en rappeler, c'est pas compliqué. Voici l'équateur. Les vents alizés convergent obliquement vers l'équateur. Voilà. Voilà. Ici au milieu, donc, le secteur équatorial, hein, les basses pressions équatoriales, ça ne bouge pas. Et sur les marges tropicales, eh bien, vous avez ces vents-là, donc, qui viennent du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l'hémisphère sud. D'accord ? Donc, direction constante, ce qui veut dire donc que vraiment, sur une année, j'allais dire, vous pouvez compter sur eux, ils sont toujours là. Et c'est pour ça donc justement qu'ils ont une influence très très forte sur les secteurs donc qui y sont exposés. Alors quels sont les effets des alizés ? Eh bien on le verra la prochaine fois. Voilà. Merci, c'est très gentil. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.